bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Midi Libre. Donc, moi, je suis Estelle Devic, je suis rédactrice en chef adjointe de Midi Libre. À mes côtés, Marion Pignot, rédactrice en chef adjointe de Midi Libre également. Voilà, nous sommes venus donc pour animer ce débat des municipales. Vous le savez, Midi Libre a entrepris ce grand exercice dans la principale ville de la région. Et donc, voilà, on enchaîne avec Alès. Aujourd'hui, tout d'abord, des remerciements à l'Aglo qui nous a prêté cette salle. Merci, parce que c'est pas dans toutes les villes où les maires mettent des salles à disposition. Donc, quand c'est le cas, on le souligne. Merci pour l'accueil. Merci à l'équipe Midi Libre d'Alès qui nous a aidés à préparer ce débat, qui travaille, qui est tous les jours sur le terrain pour vous rendre compte de cette actu. Ils sont là à côté. Vous pouvez les voir en vrai. J'imagine que vous les connaissez tous déjà par cœur, mais ils sont à vos côtés. Ils sont à nos côtés ce soir. Un petit rappel des règles de base. Donc, on est sur un débat démocratique. Donc, on se doit respect et écoute mutuelle. Des échanges seront donc courtois, nous n'en doutons pas. Merci à vous tous. On va faire une petite présentation des candidats, juste une précision. Anthony Bordarier, le candidat RN, était bien évidemment invité lui aussi. Il a décliné pour des raisons professionnelles. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, vous n'aurez pas le candidat RN à cette table. Une petite présentation des thématiques que nous allons aborder ce soir. On va commencer par parler urbanisme, centre-ville et quartier. On parlera ensuite sécurité, puis emploi et économie, et on finira avec la culture. L'idée, c'est que tout l'ensemble ne dure pas plus de 2 heures, parce que vous allez vous fatiguer, et nous aussi. Donc, on va demander aux candidats d'être concis dans leurs réponses. On va surveiller le temps de parole pour faire en sorte que le temps de parole soit respecté, le temps de parole de chacun soit respecté et qu'ils aient chacun le même temps de parole. Donc, voilà, des fois, messieurs, on va vous embêter, vous dire que c'est fini, qu'il faut arrêter. On est vraiment très, très pénible là-dessus. Voilà. Ne n'en prenez pas ombrage, mais c'est vraiment pour que chacun puisse avoir le même temps de parole. Ce débat se terminera avec une paire de séquences finales, une petite question surprise, une question tac au tac, voilà, à laquelle ils répondront à tour de rôle, et ils finiront par 60 secondes pour convaincre. Ils auront la parole libre pendant 60 secondes. Ils auront, voilà, avec le petit exercice habituel pour vous dire pourquoi il va falloir voter pour eux le 15 mars. Un petit rappel encore, demain dans Midi Libre, donc une double page compte rendu de ce débat en pleine préparation là à côté de nous, et évidemment sur midilibre.fr toute cette actu aussi à relire dès ce soir et demain matin. Voilà, on va commencer par une première question qui par une présentation des candidats. Donc, Marion. Je vais présenter l'absent de la soirée, Anthony Bordarier, qui est donc notre candidat au Rassemblement national. Il a 40 ans, il est policier national à Nîmes, il vit à Alès. Originaire des Cévennes, de Saint-Jean-du-Gard précisément. Il se présente pour la première fois en tête de liste. Et tu l'as dit Estelle, il n'a pas pu venir ce soir pour des raisons professionnelles. Deuxième candidat, c'est Jérôme Garcia. Vous êtes agent hospitalier à Alès. Vous êtes d'ailleurs aide-soignant à l'hôpital. Vous êtes né à Alès, vous avez 55 ans, vous avez un fils. Vous êtes représentant syndical CGT à l'hôpital. Bénévole pour le festival de chansons françaises Barjac m'enchante. Vous militez depuis le lycée pour Hello. Vous êtes engagé en 86 au moment des manifestations contre le projet de loi Devaquet. À Thouars, vous avez été régulièrement candidat pour Hello, que ce soit sur des législatives ou des municipales. Et d'ailleurs, aux dernières municipales en 2020, vous avez réalisé un score de 2,04% aux municipales. Basile Imbert, bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes socialiste, vous êtes alésien. Très tôt, vous vous êtes intéressé à la chose publique en participant notamment au Conseil municipal des enfants. Vous avez toujours milité au PS. Vous enseignez le droit et la science politique à l'Université de Montpellier. Vous êtes collaborateur au département du Gard, actuellement en congé le temps de la campagne. Vous êtes candidat pour la première fois en tête de liste, mais c'est votre 3e élection municipale à Alès. En 2020, vous étiez sur la liste de Paul Planck. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la liste Alès Commun, qui fédère socialistes, écologistes et société civile.
Marc Infantès, vous avez 63 ans, vous vivez à Alès depuis plus de 20 ans. Vous avez un fils et 2 petites filles. Ancien gendarme, vous êtes aujourd'hui formateur indépendant dans la grande distribution. Vous êtes engagé associatif, notamment auprès des enfants en situation de handicap ou atteints de cancer et de leucémie. Vous avez dirigé Cévennes Action qui organise le Téléthon et vous êtes le président de l'association nationale LISA. Vous êtes président de l'UNPRG, l'Union nationale des retraités et actifs de la gendarmerie, et vice-président de l'association des anciens combattants de Saint-Hilaire de Bretmas. Vous vous présentez comme divers droite pour la première fois en tant que tête de liste à Alès. Vous menez la liste Alès, moderne et authentique. Paul Planck, bonsoir. Vous avez 66 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes directeur de société à économie mixte et d'une société publique locale. Vous êtes communiste, alésien. Votre vie professionnelle vous a conduit en région parisienne. Vous avez notamment été adjoint au maire de Saint-Ouen de 2002 à 2014 et vous revenez à Alès en 2013. Vous êtes conseiller municipal d'opposition puis conseiller communautaire. C'est la 2e fois que vous vous présentez en tant que tête de liste à Alès. Votre liste Alès, c'est vous, a le soutien du PCF et de LFI. Elle est aussi composée de militants socialistes, écologistes, associatifs, syndicalistes et de membres de la société civile. Et enfin, Christophe Rivinc, vous avez 59 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants et 2 petits-enfants. Vous avez été président de LR dans le Gard. En 1992, vous vous impliquez en politique auprès de Max Roustan, dont vous dirigez la campagne au municipal en 1995. Vous devenez ensuite son directeur de cabinet. Puis vous êtes élu conseiller régional en 2010. Vous devenez par la suite DGS de la ville et de l'agglomération. Vous démissionnez de vos fonctions administratives en 2020 pour vous présenter aux côtés de Max Roustan au municipal. Vous devenez son premier adjoint avant de lui succéder au poste de maire le 15 mars 2025. Vous êtes également le président de l'agglomération d'Alès et vous menez la liste Alès. Messieurs, merci pour votre engagement citoyen et pour votre présence à ce soir à notre débat. Une première question, avant d'aborder les thématiques. Là, pareil, on va vous demander de répondre assez rapidement à cette question. Et on va commencer par l'ordre alphabétique, donc avec Jérôme Garcia. Ça fait, on l'a dit, 30 ans que la ville est dirigée donc, par Max Roustan avec Christophe Rivinc dans l'ombre et moins dans l'ombre. Est-ce qu'il est temps de changer ? Est-ce qu'il est temps de changer ? Sans doute, mais moi, si je me présente, si avec mon organisation politique, on a fait l'effort de monter une liste, de trouver 42 personnes qui, autour de moi, veulent bien défendre nos idées. C'est d'abord pour les faire valoir, faire entendre les droits fondamentaux, les intérêts fondamentaux du monde du travail, de tous les travailleurs, hein, y compris, moi je pense aux travailleurs, ceux qui votent, mais aussi ceux qui ne bénéficient pas aujourd'hui du droit de vote, comme c'était le cas de mon grand-père qui était de nationalité espagnole. Par contre, ces travailleurs-là, c'est eux qui font tourner la France, c'est eux qui la construisent, qui font souvent les métiers les plus durs. Voilà, parce que parmi les intérêts fondamentaux du monde du travail, il y a d'abord, le problème, c'est d'avoir un salaire décent qui permette de vivre dignement. Merci, Monsieur Garcia. Monsieur Imbert, pareil, vous avez 1 minute. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Midi pour cette invitation. Merci aux rédactrices en chef et à la rédactrice en chef adjointe. Et puis, je vois tous les journalistes là-bas qui s'agitent aussi. Et puis, merci au public d'être venu nombreux ce soir, qui prouve quand même que, peut-être ça répondra à votre question, il y a un vrai intérêt pour ce qui se passe à Alès en ce moment. C'est une élection municipale qui n'est pas comme les autres. Effectivement, je m'appelle Basile Imbert, j'ai 30 ans. Je suis né en juin 1995, le mois et l'année de l'élection de Max Roustan, notre maire honoraire que je salue, et qu'effectivement, j'ai connu Pichou au conseil municipal des enfants. Il fait partie de ce qui m'a donné envie de faire de la politique, je le reconnais. Cette élection municipale, 30 ans, peut-être faut-il changer d'équipe. Je crois qu'il y a un vrai intérêt dans la population pour du renouveau. Les Alésiens nous le disent. C'est la première fois que c'est une élection municipale qui est, pour le coup, pas pliée d'avance. Donc je crois que la petite ambiance politique qu'on vit actuellement confirme qu'il est temps. Merci, Monsieur Imbert. Monsieur Infantès. Bonsoir
À Midi Libre, ça fonctionne? Oui, oui. Bonsoir à Midi Libre pour ce débat. Merci de l'avoir organisé sur Alès, c'est sympa. On est sympa, merci. On est sympa. Voilà, oui, sympa. Merci aux participants ce soir dans la salle qui sont nombreux. Merci à ceux qui sont autour de moi d'être à nos côtés pour débattre. Oui, il faut du changement. Il faut du changement parce que c'est moi qui le dis peut-être, mais c'est ceux que j'entends tous les jours dans la rue avec les Alésiennes et les Alésiens que je rencontre. Je pense que 30 ans de règne, c'est long. 30 ans de règne, c'est assez. Donc il faut passer à autre chose avec une nouvelle vision et un nouveau souffle pour cette ville. Merci. Monsieur Infantes. Monsieur Planck. Oui, à mon tour, merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Merci pour les invitations de Midi Libre et de sa rédaction. Si vous me posez la question à moi, on ne donnera peut-être pas la même réponse que mon voisin de gauche. Bien entendu que je vais vous répondre oui. Mais là n'est peut-être pas le problème. La réponse à cette question, ce sont les Alésiennes et les Alésiens qui la donneront le 15 et 22 mars. Et je leur fais confiance pour donner la réponse la plus appropriée possible. Et la réponse la plus appropriée possible, c'est non pas une réponse relative à des déclarations qui peuvent être faites de ci, de là, mais c'est par rapport à une réalité, par rapport à un vécu. Et comme l'ont dit déjà plusieurs de mes prédécesseurs, la vie aujourd'hui à Alès est une vie qui est depuis assez compliquée. Tout n'est pas imputable à la collectivité, je le reconnais facilement, mais il y a aussi de nombreux points dans lesquels la collectivité pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'elle ne fait. Et donc il faut un nouveau souffle pour Alès. Monsieur Rivenc. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous imaginez bien que je ne vais pas avoir le même avis que mon voisin de droite. Une fois n'est pas coutume. Mais réellement d'extrême gauche. C'est l'ordre alphabétique, on n'y peut rien. Et donc, bien sûr que je pense, et les Alésiens, eux, me le disent tous les jours, encore ce matin en réunion de quartier, ils souhaitent poursuivre cette dynamique qu'a mise en œuvre Max Roustan et qui est reconnue collectivement. Beaucoup l'ont dit même ce soir en introduction. Il s'est passé beaucoup de choses. Cette ville a été transformée. Nous portons à la fois un bilan exceptionnel, je le dis bien, que chacun a pu découvrir et peut découvrir encore en vidéo, notamment sur ce mandat, mais pas que. La ville a été transformée. Nous sommes dans ce pôle mécanique que nous avons créé sous l'impulsion de Max Roustan. Et donc, effectivement, je sais que les Alésiens veulent poursuivre cette dynamique de développement de cette ville qui, lorsqu'on la compare, malgré les difficultés que je n'ignore pas, a rien à envier aux autres. Et donc, c'est pour ça que je veux poursuivre ce travail entouré d'une équipe compétente avec beaucoup de personnes anciennes et des nouveaux qui vont rejoindre. Rivenc. Et c'est ce que diront les Alésiens le 15 mars prochain. Très bien, merci à vous 5, puisqu'il en manque un. Vous entendez pas? Il y a une espèce de Larsen. Est-ce que c'est que quand je parle ou pas? Oui, quand je parle, il y a un Larsen. Je suis peut-être un peu près du truc, donc si c'est assez désagréable. C'est donc... Voilà. Bon, faites un petit test. Ben, je fais un petit test et là, ça va mieux. Merci. Bon, non, ça va pas mieux. Est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on change les noms et vous venez là? C'est pas grave. C'est par ordre alphabétique. Ouais, après... Bon, après, on va essayer de... Excusez-moi. Changez le nom, par contre. Ça va mieux. Ici, décidément, la proximité était très difficile, en fait. Non, mais Monsieur Planck me l'arsène. Non, pas du tout, désolé. Mais c'est vrai qu'ici, ça accroche beaucoup moins. Ou alors, il faut déplacer le... Bon. Mais on aurait dû changer les tables. Hein, pardon pour ce petit interlude. Ça, c'est à l'extrême gauche. Ça n'est pas avec écouteurs. On vous connaît. Oui. Donc, oui, on refera. De toute façon, on fait des allers-retours. Donc, un petit rappel des quatre thématiques. Comme je vous disais en introduction, on va parler d'urbanisme avec le centre-ville et les quartiers, sécurité, emploi, économie et culture. C'est Marion qui va commencer avec l'urbanisme. Vous parliez justement de transformation de la ville. On va pouvoir poursuivre sur ce thème. On commencera avec vous, Monsieur Planck, du coup, pour revenir dans ce sens-là. Et après, voilà. Vous allez bouger au fur et à mesure des questions. Pour parler du centre-ville, on a des réalisations qui ont été faites. La Grand Rue Jean Moulin, par exemple, qui est devenue une rue jardin, les halles de l'abbaye,
notamment. Alors, faut-il continuer dans ce sens? Avez-vous d'autres projets pour le centre-ville? On ne respecte pas l'ordre alphabétique. D'accord. Non, mais... Il y a eu un petit changement de table. Donc on commence par vous. Non, écoutez, en plus, alors je l'ai dit lorsque vous m'avez présenté les dossiers et les thématiques, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, étant moi-même urbaniste de profession. Et certes, des réalisations ont été accomplies. Alors on peut revenir sur les réalisations, on peut revenir sur les halles de l'abbaye, entre le prévisionnel à 8 millions et quelques et le réalisé à 16 millions, un réalisé que je mettrai entre guillemets parce qu'elle n'est pas encore totalement réalisée. Donc c'est quand même une véritable problématique. Mais l'urbanisme, au-delà des réalisations, c'est la conception de la ville dans son ensemble. Et la conception de la ville dans son ensemble, c'est aujourd'hui le constat que cette ville est une ville éclatée, dont le centre-ville est en souffrance. Et je le dis là encore, ce n'est pas la seule ville à se trouver dans ce cas-là. Mais encore faut-il poser ce diagnostic-là, que la ville est en souffrance, pour peut-être demain arriver à trouver les solutions appropriées. Donc un centre-ville qui est en souffrance et des quartiers qui aujourd'hui... On parlera des quartiers après. Là, on est vraiment focus centre-ville. Mais vous m'avez parlé d'urbanisme. Oui. L'urbanisme, si j'entends bien le terme urbanisme, l'urbanisme, c'est la ville. Oui. Et la ville, pour moi, ce n'est pas le centre-ville. C'est le centre-ville plus les quartiers. Donc, j'ai un petit souci quand on me localise que le centre-ville. Mais si c'est la question d'après. Hein. Si vous voulez... C'est la question d'après. Non, mais si vous voulez, on va parler que du centre-ville, mais il y a plein de gens ici qui n'habitent pas le centre-ville et qui sont intéressés dans une relation entre la ville et les quartiers. La ville, c'est une globalité, c'est un corps vivant. Donc, sur le centre-ville, aujourd'hui, on a des tas de problèmes, dont la désaffection commerciale, on a des tas de problèmes, dont le stationnement, et aujourd'hui, on a des tas de problèmes, dont des places aussi emblématiques que la place de la mairie, qui est aujourd'hui une place totalement morte, sans aucune activité. Donc, il faut repenser totalement ces questions-là à travers un document qui existe dans à peu près toutes les villes de France, qui s'appelle le projet urbain. Et aujourd'hui, sur cette ville, et pardon, je ne veux pas faire un cours d'urbanisme, même si j'en donne d'autre part, mais il va falloir conclure. Je vais conclure. Le projet urbain, ça s'entend par justement la globalité de la ville. Et donc la question qui est posée, plus que celle du centre-ville, c'est la question du centre-ville en réaction avec aussi ce qui se passe dans les quartiers. Très bien, merci. Monsieur Infantes, allez-y. Alors, faire battre le cœur de ville, c'est le combat de la vie. En effet, le cœur de ville souffre, le cœur de ville se vide de ses magasins. Tous les jours, il y en a un qui part. Il faut redonner à cette ville un nouveau souffle, une nouvelle vision, de manière à faire venir, à faire réouvrir les boutiques. La politique du rideau baissé, ce n'est pas la vision que j'ai de la ville d'Alès. Donc déjà... Mon voisin a parlé du choc du stationnement, évidemment. Le stationnement, ça devient un véritable problème au centre-ville. On a mis des bornes à 20 minutes de partout. Je prends des PV tous les jours parce que je dépasse à 2-3 minutes, parce que bon, ma permanence est au centre-ville, donc pour me garer, ça devient compliqué. Je sais que ça, moi, j'ai la solution, si les Alésiens me font confiance, c'est de repasser à ces 2 heures gratuites que nous avons connues il y a quelques années, et toute la semaine, et de passer le samedi après-midi à la gratuité totale pour tout le monde, de manière à ce que les Alésiens puissent se garer et faire leurs courses en prenant le temps de vaquer leurs occupations sans besoin de prendre un PV. Il y a quand même 15% de vacances au centre-ville en ce moment. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec M. Planck, on parle du centre-ville, mais il ne faut pas oublier non plus les quartiers. Les quartiers qui sont abandonnés, et Dieu sait qu'on se concentre beaucoup sur le centre-ville. On en parlera tout à l'heure. Alors, on me dit, mais le stationnement gratuit, ça va ruiner les finances de la ville. Non, je ne pense pas. Ça ne ruinera rien du tout. Ça va ramener de la vie, ça va ramener de l'animation, ça va faire revenir les gens, comme il y a quelques années à Alès, où on venait faire ses courses sans problème. Je crois qu'il y a une mauvaise gestion de la ville à ce sujet-là et qu'il va falloir la repenser. Et moi, j'ai une équipe prête à travailler là-dessus, et avec des projets concrets, des projets chiffrés, et que nous allons mener ce combat justement pour redonner au centre-ville cette vitalité, cette animation et cette économie forte que nous avons perdue. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Imbert. Sur le centre-ville. Alors effectivement, sur le centre-ville, on
pourra être d'accord sur le constat que c'est un centre-ville à Alès qui est en grande souffrance. Il y a beaucoup de magasins qui ferment, il y a moins de fréquentation. Moi, je suis un peu nostalgique, comme beaucoup d'Alésiens, de cette époque où on avait un cœur de ville beaucoup plus dynamique, où des gens de Lozère, des gens d'Ardèche, des gens de Montpellier parfois même venaient dans ce cœur de ville qui était un phare du commerce. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité, et il y a des choses qui sont faites, et on peut quand même amplifier d'autres mesures. Déjà, moi, je pense qu'il faut davantage de dialogue avec les commerçants. Quand on va les rencontrer, ils sont très nombreux à dire que ces dernières années, quelque chose a pu se rompre un peu avec la mairie, qui faisait la force du modèle alésien, ce dialogue entre les commerçants et la mairie. De la même façon, vous l'avez dit Marc, mais on est d'accord, il faut qu'il y ait une nouvelle réflexion sur les parkings. Ils sont devenus trop chers, peut-être qu'il faut moduler davantage les tarifs, revenir aux 2 heures gratuites. Et puis, il faut également végétaliser, parce que s'il fait trop chaud, on a eu le mois de février très chaud, mais il va faire à nouveau très chaud avec le réchauffement climatique. Si on ne végétalise pas davantage le cœur de ville, de moins en moins de personnes vont venir à partir du printemps et de l'été. Parce que la question de ce cœur de ville, c'est bien de ramener à nouveau des gens en cœur de ville. Et c'est pour ça qu'on pense aussi que les navettes gratuites du centre-ville, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elles fassent que le tour du centre-ville. Il faut qu'elles aillent à Rochepelle, au Pré-Saint-Jean, aux Cévennes, au Rieux, pour essayer de ramener les gens au cœur de ville, parce qu'ils ont envie d'y aller, mais ils disent si on ne peut pas se garer, on va à la Rocade, et si on ne peut pas se garer, on peut aussi aller en sortie à Montpellier pour faire du shopping. Le but, c'est de garder les Alésiens et de faire surtout que les Lozériens, les Cévenols viennent aussi dans Alès. Et puis enfin, il y a quand même un dernier point, c'est aussi la question de la sécurité. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ne se sentent pas forcément en sécurité dans le centre-ville, parfois par ces certaines heures. Nous, on pense que ramener du monde au centre-ville, ça passe aussi par plus de sécurité, mais je crois qu'on en parle tout après. On en parle aussi tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Imbert. Monsieur Garcia, sur le centre-ville également. Oui, sur le centre-ville et sur les commerces du centre-ville. Moi, je pense que la question essentielle, malheureusement, elle ne dépend pas de la municipalité. Le problème des petits commerçants du centre-ville, c'est le pouvoir d'achat des Alésiens. Et plus largement, avec les salaires qu'on a aujourd'hui, avec les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, les gens n'ont plus les moyens de consommer comme avant. Voilà, faut savoir que quand même 30% de la population d'Alès vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Que peut faire un maire? Vous pouvez faire le stationnement gratuit à la place, c'est parce qu'il va leur permettre de consommer beaucoup plus. Voilà. En tant que maire, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce pouvoir d'achat? Alors je vais peut-être me répéter beaucoup dans la soirée. Vous savez bien que moi, je suis membre d'une petite organisation. Pour nous, c'est un effort de nous présenter aux élections municipales. Je ne vais pas vous présenter un programme de maire tout cousu. Moi, je suis là pour défendre mes idées politiques. D'accord. OK. Merci, Monsieur Garcia. Monsieur Rivinc, sur le centre-ville. Oui. Je crois que c'est plutôt mon micro, parce que où je passe, ça résonne. Bref. Bon. Vous voyez ce type de débat à quoi ça mène. Là, vous avez un maire sortant qui est en train d'essayer de faire des propositions avec un bilan quand même que je trouve assez remarquable, les Alésiens le disent. Et puis quand on est candidat d'opposition, c'est peut-être le jeu, les yaka faucons, il faut faire tout gratuit, c'est la faute de la mairie, la ville est désertée. Mais je ne sais pas pourquoi ces gens vivent à Alès, ou d'ailleurs pour ceux qui y vivent. Le problème étant que quand on compare les villes, et Midi l'a fait dernièrement, d'autres médias l'ont fait, on s'aperçoit qu'on a quand même une ville qui est suffisamment dynamique. MyTraffic le dit chaque mois. MyTraffic, c'est pas la mairie, c'est pas Christophe Rivinc. Dans la ville d'Alès, le cœur de ville d'Alès, il y a chaque année environ 20 millions de personnes qui y passent. On ne peut pas dire donc que le centre est déserté. 20 millions de personnes, c'est quand même une grosse fréquentation. Le marché de l'abbaye, depuis que nous l'avons rénové, c'est quasiment plus de 80 000 personnes qui y passent chaque mois. C'est compté par des instituts indépendants qui en font le. Alors le stationnement, c'est le grand débat. Je pense qu'il faut aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. Je le dis, je l'affirme, aujourd'hui, le stationnement, grâce à ce qu'on a mis en place, sur la ville d'Alès, c'est un stationnement qui n'est soit pas cher, soit totalement gratuit, puisque je rappelle que si vous vous garez à la fois, parce qu'il faut leur dire, parce que comme ça peut-être qu'ils le sauront, si vous garez par exemple au champ de foire, messieurs, quand vous venez faire vos courses, pour ceux qui les font en centre-ville, ce qui est mon cas, écoutez, c'est totalement gratuit. Vous avez une navette, la navette bleue, qui gratuitement, toutes les 10 minutes, vous amène en cœur de ville et vous permet de vous balader en cœur de ville. Donc on peut se garer totalement gratuitement en cœur de ville. Pour ceux qui veulent un peu moins marcher, vous garez au bord du Gardon, en haut ou en bas du Gardon, et on arrive avec l'heure gratuite à payer 1 euro à 1,50 € pour y passer la matinée.
Allez à Nîmes, à Montpellier, dans toutes les villes, et vous verrez que le parking y est beaucoup plus cher. Simplement, sur le problème de la gratuité du parking, je rappelle qu'on a municipalisé les parkings, c'est donc la mairie qui gère les parkings, et que si les parkings sont payants dans les cœurs de ville, ici comme ailleurs, c'est pour organiser la rotation. Parce que si on fait tout gratuit, bien sûr que c'est les commerçants qui nous demandent d'avoir un parking payant. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, si vous faites tout gratuit, les gens vont y rester la journée, les riverains, et il n'y aura aucune capacité à arriver dans les cœurs de ville. Donc vous voyez que tout ça est simple. Et enfin, sur la vacance commerciale, vous voyez, les campagnes sont... Non, mais oui, mais vous voyez, parce que vous voyez ce que je vous expliquais. Là, il y a 4 personnes qui viennent de parler à des 10 minutes. Moi, j'ai le même temps pour expliquer que ce qui est dit... 2 minutes. Allez-y, finissez. Ce qui est dit, en l'occurrence sur la vacance commerciale, il va y avoir 10 commerces qui vont s'ouvrir, puisque les commerçants l'ont dit sur Alès. La vacance commerciale d'Alès est dans la moyenne régionale, 14,5%. Et donc on ne peut pas dire, à moins de vouloir porter une image négative de la ville d'Alès, qui n'est pas mon cas, qu'aujourd'hui on a un commerce. Mais une fois de plus, et pour terminer, ça veut dire que le commerce de cœur de ville vivra parce qu'on consommera aujourd'hui en cœur de ville et pas sur Internet. Merci. Merci de respecter le temps de parole. Vous avez chacun parlé 2 minutes, je crois. Oui, à peu près, ouais. À peu près. Un peu plus pour vous, Monsieur Rivinc, du coup. Vous vouliez parler des quartiers, la question arrive. Un programme donc en rue a été lancé pour les quartiers Faubourg du Soleil, Rochebelle, Brouzin et des Prés-Saint-Jean. Quelles sont vos propositions pour ces quartiers périphériques que certains ou certaines disent oubliés ? Pardon ? Non, sur la thématique suivante. C'est normal. Tout va bien. Sur les quartiers périphériques, il y a déjà tout simplement, je le disais, une posture de la municipalité, c'est-à-dire de considérer déjà que les habitants des quartiers de ces quartiers-là sont des Alésiens au même titre que les habitants de la rue Saint-Vincent ou de la place de la mairie. Et aujourd'hui, et là je ne fais que retranscrire ce qui nous est dit quand nous allons dans les rencontres, c'est que ces personnes-là se sentent complètement à l'abandon. Alors certes, à travers le NPNRU, certaines actions sont menées dans les quartiers que vous avez cités, mais nombre d'autres quartiers sont laissés complètement à l'abandon. On ne parle pas, par exemple, du quartier de Tamaris, qui est peut-être... J'ai plaisir souvent à citer ce quartier, parce que pour moi, c'est plus qu'un quartier, c'est un petit village. Et y compris, j'ai été enseignant à l'époque, quand le centre de formation des apprentis se trouvait à Tamaris, j'étais enseignant au centre de formation d'apprentis à Tamaris, et j'ai vécu cette vie de village à Tamaris. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, très concrètement, c'est réhabiliter ces quartiers en favorisant l'implantation de commerces, y compris dans les quartiers, et pas simplement dans le centre-ville, mais y compris favoriser l'implantation du service public local dans ces quartiers, y compris traiter des antennes de proximité sur les questions de police municipale dans ces quartiers, et pas simplement à la place de la mairie, et favoriser surtout le lien entre les quartiers, entre eux, et dans un rapport aussi avec le centre-ville. Et à partir de là, vous repositionnez le quartier non pas comme un quartier satellite d'un centre-ville, mais le quartier comme composante véritablement de la ville qui peut apporter, y compris aux autres quartiers et y compris au centre-ville, sa singularité, et qui fait que la ville est une et entière. Et c'est bien le problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des quartiers qui sont très identifiés et qui, à partir de là, favorisent justement ce sentiment d'abandon qui est vécu par beaucoup de personnes aujourd'hui dans ces quartiers. Merci beaucoup, Monsieur Planck. On passe à vous, Monsieur Infantès. Allez-y sur les quartiers. Merci. Après cette mascarade, cette clownerie dont nous avons l'habitude à l'Est depuis des années, je vais enfin pouvoir prendre la parole. Ah, mais moi, je me calme. Vous savez, Monsieur Rivinc, d'abord, vous me tutoyez maintenant? Ah, c'est nouveau. Allez, répondez à la question. Je reprends simplement les 20 millions, vous êtes là pour présenter les 20 votre millions de programme. personnes qui passent sur Alès, 9 millions qu'à la Tour Eiffel par an. Vous vous rendez compte un petit peu, il est à Paris. Oui, pour revenir aux quartiers oubliés. Oui, il y a des quartiers abandonnés, oubliés, qui sont sectorisés. La mairie actuelle se concentre évidemment que sur le centre-ville. Et quand nous allons rencontrer les gens à Rochebelle, au Prés-Saint-Jean, je fais des réunions tupperware chez les gens, à la Royale, au Faubourg d'Auvergne, enfin tous les quartiers oubliés, et ben, les gens me disent on est abandonnés. On est abandonnés, on manque de reconnaissance. Ils n'attendent pas grand-chose, ces gens-là, simplement de voir un élu, ça, c'est le un maire. constat. L'action, qu'est-ce que vous faites? Alors,
Déjà, moi, personnellement, je reverrai un projet d'urbanisme, pas simplement sur la centre-ville, mais sur toute la ville. C'est-à-dire qu'il faut... la ville devient une ville fournaise, c'est-à-dire qu'elle étouffe sous le béton. Donc, il y a des îlots de chaleur qui sont montés ici et là, et c'est pas bon. Il faut aussi éviter la dénaturation, c'est-à-dire créer des places minérales devenues qui peuvent être viables. Revoir aussi peut-être, pourquoi pas, végétaliser la place des Martyrs, etc. Et puis, le mépris du citoyen, ce sont des projets qui sont décidés en vase clos et imposés par le haut. Je pense qu'il faut aller voir les Alésiens et leur demander comment ils veulent construire leur ville. C'est à eux de décider. Nous, on peut proposer, mais eux aussi peuvent proposer et nous dire comment ils voient leur ville. Plutôt que de mettre du béton, pourquoi ne pas rester dans le terroir de notre histoire? Pourquoi répéter Févenol? Moi, je ne suis pas à Paris ici. D'accord? Je n'ai pas une vision comme M. Rivenc parisienne, c'est son problème. Moi, j'ai une vision du territoire, une vision de ma ville. Merci beaucoup. Monsieur Imbert, allez-y. 2 minutes également. Alors, sur cette question des quartiers, je ne pensais pas que ça allait déraper dès maintenant ce débat. Ça ne va pas déraper. Non, ça va, c'était border. C'est un débat. Mais effectivement, monsieur le maire, cher Christophe, c'est le jeu quand on vient. On a un temps de parole chacun. Et je suis désolé, à nouveau sur cette question des quartiers, je vais dire ce qui ne va pas. Parce que c'est le jeu de l'élection municipale, mais on vient aussi avec des propositions, parce que je ne crois pas, moi non plus, comme tout le monde sur cette table, qu'il y a une fatalité pour notre ville, mais si on cache les problèmes qui existent, qui sont là, on n'avancera pas. Sur cette question des quartiers, il est vrai qu'à Alès, aujourd'hui, certains quartiers peuvent être opposés. Mais ce n'est même pas une question de quartier politique de la ville ou pas. Il y a des quartiers comme le Rieux, par exemple, qui ne relèvent pas de la politique de la ville, qui sont aussi écartés par rapport au centre-ville, qui sont traités différemment. Baladez-vous aujourd'hui dans ce quartier, vous verrez qu'il y a des problèmes sur les chaussées, sur les ordures, etc. C'est ce que les gens nous disent. Donc moi, je n'oppose pas tous les quartiers de la ville. Mais je pense qu'un des leviers qui est important avec Alès Commun, ce qu'on pense, c'est que les mobilités peuvent être un moyen de reconnecter les quartiers entre eux. Mobilité douce, les pistes cyclables, mais pas que. Également, les lignes de bus, on doit les repenser avec les habitants. Et moi, je pense qu'une navette gratuite, comme sur le modèle du cœur de ville, qui est étendue aux autres quartiers, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une solution qu'on porte, ça peut permettre d'y arriver. Puis, sur les quartiers populaires, il va falloir à nouveau mettre, comme c'était le cas autrefois, et dommage que ça se soit perdu, davantage de moyens dans les maisons de la jeunesse, dans les maisons de la culture. Et puis également aussi, sur la sécurité, il va falloir davantage de présence humaine, de façon à ce que ce ne soit pas seulement cosmétique, mais bien avec les habitants. Et je crois qu'on peut s'en féliciter. Si on arrive là-dessus, on pourra essayer de reconnecter davantage les quartiers d'Alès entre eux. Merci. Merci beaucoup. 2 minutes, pile poil. Merci beaucoup. Monsieur Garcia, allez-y. Oui, donc dans les quartiers, sur le quartier des Prés-Saint-Jean, au marché des Prés-Saint-Jean, c'est comme pour les places de stationnement. Les prix défient toute concurrence. Voilà. Parce que les gens n'ont pas les moyens de s'approvisionner autrement. Et c'est d'ailleurs un quartier très populaire. Après, moi, ce que je vois dans ces quartiers-là, c'est qu'effectivement, il y a eu des ravalements de façades, comme pour la Grande Rue Jean Moulin, les Prés-Saint-Jean ont été rénovés, tout ça. Mais dès qu'on va voir les gens, qu'on va voir des connaissances, qu'on fait du porte-à-porte pour discuter avec eux, on se rend compte que derrière la façade, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est les interphones qui dysfonctionnent, c'est les ascenseurs, régulièrement, ils ne marchent pas, ou alors ils ne nous emmènent pas à l'étage qu'on a demandé. Il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans ces quartiers-là. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Rivenc ? Oui, alors, quelques mots pour dire effectivement déjà tout ce qui a été réalisé dans les quartiers. Effectivement, tous les quartiers de la ville, puisqu'il n'y a pas de quartiers privilégiés, pas plus le cœur de ville que les autres quartiers, puisqu'il y a des actions qui sont portées dans l'ensemble des quartiers, y compris le Rieux, pour y faire des réunions de quartier très, très régulièrement. Nous, j'étais encore ce matin dans une réunion au quartier du Brésil, j'ai pas eu le sentiment d'avoir des personnes qui se sentaient particulièrement abandonnées. Alors c'est vrai qu'il y a des trous dans les routes. Vous savez, il a plu pendant 2 mois, et c'est vrai que vous savez, les goudrons ne tiennent moins, et il faut les réparer, comme nous faisons depuis 30 ans. Sur les quartiers, nous avons mis en place des politiques, notamment sur la rénovation urbaine. On a parlé de la Grande Jean Moulin, c'est le cœur de ville, vous allez me dire. Sur les Prés-Saint-Jean, vous en avez parlé, le travaux fait
Aujourd'hui, c'est plus de 80 millions d'euros qui ont été investis sur le patrimoine des Prés Saint-Jean, qui sont exclusivement des logements sociaux, avec beaucoup d'opérations qui ont pacifié, tranquillisé ces quartiers par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Le quartier de Rochebelle, il va y avoir des travaux qui ont débuté, qui vont, avec plus de 30 millions d'investissements, permettre à la fois de réhabiliter des logements parfois insalubres privés, comme dans le faubourg de Rochebelle, ça veut dire que tous les quartiers aujourd'hui. Donc il y a de la rénovation urbaine. Tamaris fera partie de l'ANRU 3, puisque nous avons posé la candidature, tout comme La Royale, effectivement. Et le quartier de Tamaris est un quartier très particulier, un petit village dans la ville, qui n'est bien sûr pas oublié, sur lequel nous avons fait, et nous continuerons à faire beaucoup de choses, parce que nous croyons qu'une ville comme Alès, qui n'est pas très grande en surface, 2250 hectares, c'est pas énorme, pour 46 125 habitants, je le rappelle, la ville la plus dynamique de France démographiquement, mais j'ai le sentiment qu'effectivement, tous ces nouveaux habitants qui viennent vivre à Alès, c'est qu'ils y trouvent surtout une qualité de vie, sinon ils iraient habiter ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu d'obligation pour eux de venir s'installer à Alès. Donc bien sûr que les quartiers, tous les quartiers font partie intégrante de notre projet. Merci monsieur Rivin. Deuxième thématique de cette soirée, la sécurité. Alors déjà, un petit état des lieux, un petit constat. La police municipale qui est armée depuis peu, un centre de surveillance urbaine qui a été modernisé, des effectifs de police municipale qui ont aussi été augmentés. Pour autant, une lutte contre le narcotrafic qui est toujours aussi compliquée et aussi rude. 10 homicides depuis le début de l'année à Alès et dans ses environs. Et des CRS qui ont été présents pendant un mois et qui ont permis quand même de calmer un peu les tensions. Voilà pour l'état des lieux. Alors on va recommencer par vous, monsieur Rivin, qu'on va prendre l'ordre inverse. Quelles seront vos priorités sur ce nouveau mandat, si vous êtes élu, en termes de sécurité ? Déjà, permettez-moi de corriger un chiffre. Il n'y a pas eu 10 homicides sur Alès ces derniers mois. Il y a eu malheureusement 2 homicides liés au narcotrafic, nous le savons tous et toutes. C'est pour ça que j'ai obtenu du ministre de l'Intérieur, notamment la présence depuis début janvier et encore pour quelques semaines de nombreux CRS qui nous permettent, en liaison entre police nationale, gendarmerie, procureur, police municipale, police rurale, d'avoir des actions. C'est plus de 40 personnes qui ont été interpellées. Et donc, il y a une pacification quand même en cours, même si les choses ne sont jamais gagnées et qu'il faut continuer à se battre. Sur la sécurité, il y a 2 types de délinquance. Il y a la délinquance du quotidien, celle qui pourrit la vie, ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. C'est ceux qui peuvent vous agresser dans la rue. Et puis il y a la grande délinquance, le narcotrafic, ceux qui malheureusement viennent de loin, et délinquance à laquelle aucune des villes moyennes de France malheureusement peut échapper. La réalité, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, je suis obligé de le dire, sur l'année 2025, c'est qu'Alès se retrouve avec 58,52 faits pour 1000 habitants, en 11e position sur 14 des villes de la région. La première étant Montpellier avec 86 faits, Toulouse 85, vous allez voir pourquoi j'y viens, Perpignan 85, Narbonne 84, Carcassonne 78 et Béziers 73. Et Alès 58. Donc vous voyez, Alès est une ville dans laquelle je ne nie pas bien sûr qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que nous avons une police municipale, c'est pour ça que nous avons un CSU, c'est pour ça que nous avons mis le CLSPD, c'est pour ça que nous avons un CLSPD, c'est pour ça que j'ai avec moi un colonel de la gendarmerie, Pierre Mondillon, ici présent, avec qui nous travaillons. C'est prévention, sécurisation, une police municipale présente qu'on va développer puisqu'on va passer à 7 sur 7, on est 6 jours sur 7 aujourd'hui, un CSU, 220 caméras, l'armement, toute cette présence qui permet de faire baisser cette délinquance. Alès a été en 2025 la seule ville du sud de la France dans laquelle la délinquance a baissé, plus 5 au niveau national, moins 4, 3,5 à moins 6 sur Alès. C'est que quelque part, il y a quand même des actions qui portent leurs fruits. Et oui, il y a des problèmes d'insécurité, mais oui, nous travaillons et nous continuerons à travailler parce que la sécurité, c'est la première des libertés, vous le savez, et nous sommes engagés et nous continuerons dans ce domaine. Pour être tout à fait précis, dernièrement, le commandant dans les colonnes de Midi Libre, effectivement, le commandant de gendarmerie évoquait une baisse de 10 à 15% des atteintes aux biens et aux personnes et une baisse du taux de cambriolage de 18%. En revanche, 46% de plus d'activités stupéfiantes. Monsieur Garcia, question sécurité. Moi, sur la sécurité par rapport au narcotrafic, moi je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions même avec la meilleure volonté du monde par rapport aux narcotrafiquants. Un maire aura toujours beaucoup de difficultés à lutter parce que en réalité le narcotrafic ça pourrit la vie dans les quartiers, c'est vrai. Nous ce qu'on voit c'est la partie
émergé de l'iceberg. Hein. C'est les incivilités, c'est les règlements de compte, parce qu'aujourd'hui, à Alès, on est passé à un niveau de guerre des gangs, à la limite. Hein. Mais en vérité, l'argent de la drogue, il faut savoir qu'à l'échelle du monde, c'est quand même la deuxième source de capitaux. Et donc, c'est pas à l'échelle d'une mairie qu'on pourra lutter contre le trafic de la drogue. Hein, mais c'est y compris en levant les secrets bancaires, parce que tout cet argent, il faut bien qu'il soit blanchi quelque part. Voilà. Après, moi, sur l'insécurité, moi, je trouve qu'on vit dans une société où il y a de plus en plus de violence, mais de violence au travail. Hein. Moi, je vois, j'ai des collègues sur l'hôpital d'Alès qui sont contractuels, des précaires qui sont en CDD, qui voient leurs contrats qui ne sont pas renouvelés parce qu'ils ont eu un dernier rapport d'un cadre plus mauvais que l'autre. Donc des fois, des gens qui ont travaillé à l'hôpital pendant près de 6 ans, qui du jour au lendemain se retrouvent au chômage, ça, pour le monde du travail, ça c'est une vraie insécurité, l'emploi, hein, de pouvoir garder son emploi. Y compris, à ce niveau-là, ça se détériore parce qu'on voit sur l'hôpital d'Alès les conseils de discipline se multiplier, des choses qu'on ne voyait pas avant, hein, ou pour des broutilles avant, il y aurait pu avoir un avertissement ou un blâme. Vous arrivez au bout de... Je ne pensais pas parler autant quand même. Mais oui, vous êtes allé au bout de vos 2 minutes. Donc oui, non, je trouve que la société capitaliste est une société très violente pour le monde du travail. Merci. Monsieur Imbert. Alors, la sécurité, c'est un sujet qu'on va prendre très au sérieux. Parce que la sécurité, en fait, les personnes victimes d'insécurité sont d'abord, le plus souvent, des petites gens. Et moi, je ne conçois pas une action politique, encore plus quand, excusez-moi, je suis de gauche, les petites gens doivent être encore plus défendus sur tous les aspects, notamment sur la sécurité, même si malheureusement, ce fléau n'épargne plus personne aujourd'hui. Sur la question de la sécurité, c'est pour ça que, comme on l'a pris sérieusement, on a une approche globale. Bien sûr, il faut le volet répressif. Et on va le renforcer. Nous, on renforcera les moyens de la police municipale sur le plan humain, sur le plan des moyens, sur le plan de la matériel, sur le plan de la formation. Et puis, il y a également le volet de la répression, de la prévention. Parce qu'une approche globale, c'est pas que la répression, c'est aussi la prévention. C'est pour ça qu'on accompagnera davantage les structures de la prévention, notamment sur ce chantier immense qui nous attend, qui est la lutte contre la drogue. Il va falloir soutenir davantage la prévention, parce que si la demande de drogue ne baisse pas, eh bien, les gens continueront à se droguer. Et malheureusement, Alès, c'est une commune qui est aussi touchée par ce fléau, et il faut le combattre. Et puis, cette approche globale, eh bien, en fait, il faut donner du sens. Il faut également donner du sens à la jeunesse. Pourquoi il y a des jeunes qui partent aujourd'hui, au-delà de la violence de la société capitaliste, dans le narcotrafic? C'est parce qu'ils n'ont pas forcément de perspective d'avenir. Et c'est vraiment ce qu'on veut leur donner sur les valeurs, sur le travail. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir encore plus les structures qui accompagnent les jeunes. C'est ce qu'on fera si on est élu à la mairie. Merci monsieur Infantès. À vous. Je suis d'accord avec Basile, la sécurité c'est très important. La formation, la prévention, l'accompagnement, justement pour essayer de sortir ces jeunes de cette spirale qui monte en permanence, ces drogues, cette drogue qui circule tout librement dans cette ville. En effet, nous aussi, la sécurité, nous allons la prendre au sérieux, nous allons augmenter les effectifs, nous allons les former, nous allons les équiper mieux, plus. Et nous allons créer une équipe cynophile également qui permettra à venir en soutien avec la police nationale pour aller dans les cités, dans les quartiers où la drogue se vend, même au centre-ville. Maintenant, nous avons des points de deal. Donc, la sécurité, c'est actuellement à peu près 70 policiers municipaux sur Alès, 53 sur le terrain, d'après ce que je sais. Nous, on va mettre fin aux effectifs fantômes, on passera à 90. On va créer une brigade nocturne d'appui parce que la nuit aussi, là, on a besoin de sécurité. Et donc, une brigade d'intervention de soutien avec la police nationale. Et puis, à déplaise à certains qui disent ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans les caméras, même si le Conseil d'État a pris une décision sur Nice, sur certaines caméras, il n'a pas pris une décision sur tout pour l'instant, et il y a une loi qui est étudiée au niveau européen et qui arrivera bientôt au niveau de l'Europe, et on sera obligé bien sûr d'utiliser l'intelligence artificielle, parce que si on ne l'utilise pas maintenant, on passe à côté du train et on le regarde passer sur le quai de la gare. Oui, ça a un coût, la sécurité. 37 policiers de plus, ça fait 1,67 € €. Hein, mais on
va le trouver. On va trouver en faisant des économies sur les frais de fonctionnement de la mairie et d'autres. D'ailleurs, on fera un audit si on prend bien sûr Monsieur Rivin, que vous avez eu le temps de parler. Merci du respect déjà. Il vous laisse parler. Voilà, oui, non, mais bon, je le vois bouger, Allez-y, je le vois papillonner votre sur temps son de parole siège. avance. Allez-y. Voilà, donc nous, la sécurité, on la prend au sérieux, comme dit Monsieur Basile Imbert. On va redonner la sécurité, c'est un droit, c'est la liberté de tous, c'est sur le pilier sur quoi on peut tout construire. Merci, Monsieur Infantes. Monsieur Paul Planck. Oui, moi je ne vais pas commencer par m'excuser d'être de gauche, je suis clairement de gauche. Aujourd'hui, Monsieur Rivin nous a cité des chiffres. Aujourd'hui, c'est 58 faits pour 1000 habitants sur la ville. Bon, c'est des chiffres que je ne conteste pas. Mais les chiffres, comme vous savez, ancien professeur de mathématiques que j'ai été, on peut véritablement leur faire dire ce qu'on veut. Et par exemple, la moyenne nationale des villes de la même strate qu'Alès, c'est 42 pour 1000. Hein. Donc, bien sûr, on peut aller me chercher Toulouse, Marseille, je ne sais quoi, mais la moyenne nationale, je dis bien... Ne nous écharpons pas sur les chiffres, parlons projet, Monsieur Planck. Mais ça a son importance, oui. Madame, ça a son importance. Parlons projet. Monsieur Rivin nous a cité ces chiffres. Et dans le cadre du constat, je ne me contenterai pas de parler du projet, parce qu'il faut commencer par faire un constat, et donc donner la réalité des chiffres. Il vous reste 1 minute. Oui, tout à fait. Mais c'est la façon de faire qui est évoquée là, c'est la façon de M. Rivin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne fait pas de constat, tout va bien, et donc on ne peut pas donner de solution. Je postule totalement différemment. Je postule totalement différemment. Donc aujourd'hui, ne sont pas prises en compte dans les faits constatés sur Alès les contraventions de 4e et 5e catégorie, ce qui rajoute encore beaucoup plus d'insécurité sur Alès. Et la question de l'insécurité n'est pas aussi éloignée que ça, que les questions que nous avons traitées tout à l'heure. C'est que l'insécurité s'installe dans les quartiers qui sont délaissés. Et c'est par la création du lien social, par le développement du lien social dans les quartiers, entre autres, mais aussi par des actes de répression quand il faut les faire, qu'on va traiter les problèmes d'insécurité. Ça veut dire, très concrètement, remettons du service public local dans les quartiers, remettons des lieux d'accueil pour les jeunes, retravaillons toutes ces questions-là, et travaillons une autre question qui est là aussi en relation avec le commerce sur Alès. Aujourd'hui, l'insécurité, je m'arrête, l'insécurité se développe aussi par le développement d'un certain type d'enseignes au centre-ville qui ne concourent qu'à blanchir l'argent du trafic de drogue. Merci, Monsieur Planck. Est-ce que, Monsieur Rivin, vous voulez répondre? Non. On passe donc à la question suivante, qui est une question aussi prégnante ici à Alès. C'est le tribunal pour enfants. Promis par Gérald Darmanin. Est-ce toujours une priorité pour vous, Monsieur Rivin, et sera-ce une priorité pour vous si jamais vous êtes élu? Monsieur Rivin. Mais non seulement c'est une priorité, mais il est obtenu. Vous avez eu le courrier, les postes vont être ouverts. J'ai l'engagement de la chancellerie. Les locaux sont trouvés, puisque c'était une des conditions qu'a posé Gérald Darmanin. J'ai reçu dernièrement le premier président de la Cour d'appel et le procureur général. Nous avons mis à disposition des locaux et le tribunal pour enfants, le temps de pourvoir les postes de magistrats. Ça sera 2 à 3 magistrats, 1 à 2 greffiers, enfin un greffier de plus et une secrétaire. La chancellerie s'y est engagée, donc il va être créé. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour beaucoup de raisons, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la difficulté sur un ressort comme le nôtre de ne pas avoir de tribunal pour enfants, vous comprendrez bien que lorsqu'il y a une affaire où les mises en cause sont à la fois majeures et mineures, vous avez une partie de l'affaire qui est traitée sur le tribunal judiciaire d'Alès, qui a été sauvée grâce à Max Roustan en 2008, alors parlementaire, qui devait disparaître, imaginez, et le mineur qui va être transféré à Nîmes. Ce n'est pas une bonne capacité de rendre la justice, puisqu'effectivement, vous avez 2 tribunaux qui jugent. L'arrivée du tribunal pour enfants aura cet intérêt majeur. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'un tribunal pour enfants, c'est aussi protéger les mineurs. Il n'est pas là que pour condamner. Et donc, l'arrivée de ce tribunal pour enfants, ça fait 15 ans qu'on l'attend. Je suis très heureux d'avoir obtenu sa création. Ça sera ouvert, je ne sais pas, peut-être en septembre, octobre prochain, le temps que les magistrats soient nommés. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour la juridiction d'Alès et pour le territoire d'Alès. Merci. Monsieur Garcia. Oui, moi je suis favorable à ce qu'il y ait des tribunaux pour les enfants. Et surtout, je suis très attaché au fait que les enfants ne soient pas jugés comme des adultes, ce qui est de plus en plus remis en cause par
certains discours politiques à droite et pas seulement à l'extrême droite. Voilà. Après, sur Alès, par rapport au problème de l'enfance qui se pose, moi, travaillant à l'hôpital, je sais qu'on a des énormes problèmes en ce qu'on appelle la pédopsychiatrie pour prendre en charge les enfants qui souffrent de maladies psychiatriques. Il n'y a plus de pédopsychiatres, il y a de moins en moins d'infirmiers spécialisés en psychiatrie qui sont capables de les prendre en charge. Et ça devient très très compliqué. À l'hôpital, on se retrouve avec un service de pédiatrie qui normalement est là pour des maladies somatiques, qui est obligé d'héberger des enfants qui comment dire, dépendraient de la pédopsychiatrie parce que y a pas assez de soignants ni de médecins pour les prendre en charge. Merci. Monsieur Garcia. Monsieur Imbert. Alors effectivement, sur l'arrivée d'un tribunal pour enfants sur Alès, c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'on peut tous s'en féliciter pour le territoire, car un accès à la justice, c'est très important. Et je suis d'autant plus heureux, car sur ma liste, nous avons Maître Nordine Tria, que je salue, je pense qu'il doit être dans le public, qui a participé avec Max Rostand et Christophe Rivenc en 2007-2008 à la préservation du tribunal sur Alès. Donc on sait qu'il était encore menacé. L'arrivée d'un tribunal pour enfants, c'est une très bonne nouvelle, parce que là, on est sûr d'avoir pour longtemps un tribunal à Alès, parce que c'est très important. Moi, j'ai un regret quand même, c'est qu'on n'ait pas pu avoir la prison sur Alès. C'eût été important. Moi, je travaillais pour un maire il y a quelques années qui voulait avoir la prison sur son territoire. Elle nous est passée sous le nez. C'est regrettable, mais bon. Peut-être que l'avenir nous donnera raison ensuite. Merci beaucoup. On passe à vous, Monsieur Infantes. Merci. C'est une très bonne chose d'avoir un tribunal pour enfants sur Alès. Je remercie d'ailleurs les avocats et les magistrats qui se sont battus pour l'avoir. C'est quand même eux qui étaient dans la rue et qui ont manifesté. D'ailleurs, on vous a attendu à cette manifestation, Monsieur Rivenc, qu'on ne vous y a pas vu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah ben oui, allez-y, oui. Monsieur Infantes. Poursuivez. Oui. Moi, j'y étais. Donc, bravo pour cette réalisation, bravo pour avoir réussi à avoir les locaux et surtout avoir les magistrats et les greffiers qui vont venir travailler sur Alès. Alors là, vous nous avez donné septembre-octobre, nous verrons bien. Donc, je compte, j'attends, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Merci. Merci. Monsieur Planck. Moi, vous allez voir, ça va être très rapide, donc je vais avoir du crédit de temps par la suite. Oui, c'est forcément une bonne chose et on s'en félicite tous. Je m'interroge simplement sur la temporalité, qu'on nous annonce ça en pleine campagne électorale. C'est un petit peu surprenant, voilà, c'est tout. Mais cela étant dit, bien entendu qu'on se félicite de la chose et en même temps, encore une fois, l'utilité d'un tribunal pour enfants, c'est aussi la question qu'il y a de gros problèmes sur notre ville et que ces problèmes-là, il faut trouver des endroits pour les traiter. Et donc, ça nécessite un tribunal pour enfants. Donc, le diagnostic, là encore, pointe les problèmes existants sur notre ville, y compris en termes de sécurité. Merci beaucoup. Merci. On veut passer à la thématique suivante. Marion. Alors, la troisième thématique, c'est l'emploi. On va rappeler d'abord le contexte concernant le bassin alésien. C'est le deuxième pôle industriel de l'Occitanie. Le taux de chômage en 2024 y était de 12,8%, ce qui en fait l'une des 3 zones les plus touchées en Occitanie, après Agde et avant Perpignan, selon les derniers chiffres de la préfecture. Pour la première question, on reprend l'ordre inverse. On recommencera par vous, Monsieur Planck. Alors, comment aider au maintien du commerce en centre-ville pour préserver ces emplois ? La question de l'emploi Pardon. Allez-y. La question de l'emploi me semble aller bien au-delà de la question du commerce. Oui, bien sûr. Le commerce déclinant quelque part, justement, du niveau d'emploi sur le territoire. Aujourd'hui, on parle souvent de 30 ans de bilan, 36 ans même, j'ai entendu lors des vœux à l'agglo. 36 ans de bilan, c'est aussi une capitale industrielle du Languedoc-Roussillon qui est passée de 30 000 emplois industriels dans les années 80 à moins de 3 000 aujourd'hui, c'est-à-dire divisé par 10. C'est aussi ça le bilan de l'équipe en place. Et donc, il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une ambition pour Alès. Et l'ambition pour Alès, c'est de déclarer que nous voulons que cette ville redevienne véritablement la capitale industrielle
du Languedoc-Roussillon et de cette région maintenant élargie de l'Occitanie. Et pour ce faire, pour avoir cette ambition, il faut déclarer avec les outils dont nous disposons déjà sur le territoire. Je pense à l'école des mines d'Alès, bien entendu, mais d'autres outils. Il faut déclarer que nous voulons aujourd'hui redévelopper l'industrie sur Alès. Et comment faire pour redévelopper l'industrie sur Alès? C'est se servir des savoir-faire qui sont sur ce territoire. Et les savoir-faire qui sont sur ce territoire, que ce soit en métallurgie, que ce soit en chaudronnerie, ils sont susceptibles de permettre l'implantation sur notre territoire d'activités telles les éoliennes urbaines, par exemple, qui existent, qui pourraient développer, et Alès pourrait très facilement devenir un pôle d'excellence environnementale. Travaillons cette question-là. Faisons voir en France que nous avons les savoir-faire, les terrains, les disponibilités pour développer cette activité industrielle. Et ce faisant, les problèmes que nous avons évoqués précédemment, que ce soit sur les questions de l'insécurité, mais de la vie des quartiers, vont naturellement se résoudre. L'emploi est l'élément majeur du développement d'une ville. Aujourd'hui, nous ne pouvons nous contenter, c'était un terme employé à l'époque, le bronze-cul de l'Europe. On ne peut pas rester le bronze-cul de l'Europe. Aujourd'hui, il faut redévelopper tout ce secteur industriel de cette ville et faire dire aux statistiques qui existent aujourd'hui, je les cite, j'ai fini, oui, 10 secondes. Vous avez fini, J'avais un crédit tout à l'heure. Oui. J'avais un crédit. Je vous cite ce qui paraît dans la presse. La zone, vous venez de dire, la zone d'emploi d'Agde-Pézenas est particulièrement touchée avec le taux de chômage le plus élevé de métropole, avec celle d'Alès et de Perpignan. L'Occitanie compte les 3 zones d'emploi les plus touchées par le chômage en France métropolitaine. Merci. Donc ça aussi, c'est le bilan de l'équipe en place et nous allons demain créer les conditions de l'emploi sur Alès. Monsieur Merci. Infantes. Vous avez un peu débordé sur la question suivante. Là, on était sur le commerce, l'industrie, on allait y venir. Allez-y, monsieur Infantes. On va mettre les deux dans le même lot. Voilà. Excusez-moi. Le taux de chômage, en effet, à l'Est est élevé, autour de 12 à 13%, pratiquement le double de la moyenne nationale. Le taux de seuil de pauvreté atteint 24%. Si mes souvenirs sont bons, on est, au niveau national, c'est 15% ou 15,4%. En effet, le problème d'Alès, c'est que nous sommes enclavés. Nous sommes enclavés, donc on n'a pas terminé cette 2 fois 2 voies jusqu'à Nîmes pour arriver jusqu'à l'autoroute. Comment voulez-vous qu'on installe des entreprises qui n'arrivent pas à arriver déjà par la route facilement sur Alès et pourquoi pas les enclaver également sur Montpellier et sur Bolène. À ce moment-là, je pense qu'on facilitera l'installation d'industriels et d'investisseurs pour Alès, donc qui seront créateurs d'emplois. Nous avons une activité économique face aux grandes métropoles régionales comme Montpellier et Nîmes qui reste inférieure. Ce qui va limiter l'implantation d'entreprises génératrices et d'emplois durables. Hein. Donc, en plus, à Alès, au lieu d'attirer des investisseurs, on construit des logements sociaux et on fait venir des gens qui sont déjà au chômage. Donc le problème, il est qu'il faut faire venir des gens qui viennent travailler, qui viennent chercher de l'emploi. Donc il faut redynamiser l'économie sur Alès en faisant venir des entreprises qui sont capables de s'installer, de travailler, d'employer et de générer de l'emploi durable. Actuellement, ce n'est pas ça. Et pour ça, il faut les enclaver à Alès. Alès est enclavé, et tant que nous resterons enclavés, personne ne viendra s'installer à Alès. Voilà. Et puis surtout sortir de cette pauvreté. Hein, faire de Alès une ville économique forte comme elle a été dans le temps, hein, la deuxième ville du Gard quand même, hein, et que nous étions un bassin minier, maintenant il va falloir réinventer en faisant venir des start-up, en faisant venir des gens, qui travaillent dans les filières numériques, techniques, développer les métiers verts, la transition énergétique. On a les moyens de le faire, mais désenclavons déjà la ville et après les gens viendront plus facilement. Merci monsieur Infantes. Juste une précision, le taux de chômage en France, c'est pas 6%, c'est 7,9%. Monsieur Imbert. Monsieur Imbert. Alors, on est d'accord que la question porte juste sur les commerces pour l'instant et qu'on. Non, mais je crois qu'on a un peu débordé. Bon, alors, comme on a un peu débordé, je vais quand même revenir sur les commerces. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le cœur de ville tout à l'heure. Nous, on pense qu'il faut soutenir davantage avec la foncière qui vient d'arriver les commerçants. On pense également qu'il y a peut-être le haut de la rue d'Avéjan qui peut être transformé, comme il y a beaucoup de boutiques ouvertes, en avenue des créateurs. On ferait bien des petits artisans. Et puis également, on pense qu'il faut un pacte de l'économie sociale et solidaire.
parce qu'on a beaucoup de pépites de l'économie sociale et solidaire, qui est un gros pourvoyeur d'emplois et qui participe à des emplois non délocalisables et de qualité et souvent bien rémunérés. On peut davantage les soutenir et c'est pour ça que nous, si on est élu, dans les 3 mois, on met en place un pacte de l'économie sociale et solidaire pour donner de la visibilité aux acteurs, pour leur donner davantage de moyens, parce que là, pour le coup, il y a un gisement d'emplois à aller chercher. On est dans une ville minière, les gisements, ça nous connaît. On pense également qu'il faut davantage de formation pour les métiers d'avenir, parce que effectivement, si on veut réussir la réindustrialisation d'Alès, qui a commencé, mais il faut davantage la pousser, c'est bien par la formation aux métiers d'avenir, de la transition écologique et de la transition numérique. Il faut poursuivre ce travail et l'amplifier sur la formation aux métiers d'avenir. Et puis, en fait, on peut aussi agir par la commande publique pour soutenir davantage les entreprises avec des clauses sur l'économie sociale et solidaire, par exemple, qui nous permettra que l'argent public serve à soutenir l'emploi local encore plus que ce qui est fait aujourd'hui. Merci, Monsieur Imbert. Monsieur Garcia, l'emploi. Oui, je pense qu'on ne peut pas parler de la situation de l'emploi aujourd'hui sur Alès sans évoquer son histoire industrielle. À l'époque, les maîtres des mines et des forges, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils ont fait venir de la main-d'œuvre de toute l'Europe, d'Italie, d'Espagne, de Pologne et d'ailleurs, essentiellement du Maghreb. Pendant la guerre, l'industrie chimique de Salindre a tourné avec des travailleurs indo-chinois. Voilà. Aujourd'hui, ces gens-là, les capitalistes, ils ont trouvé... Eux, ils ne sont pas pauvres. Nous, à Alès, on se retrouve avec le poids du chômage, on se retrouve avec la misère, mais eux, ils ont investi leurs capitaux ailleurs, ils sont allés exploiter d'autres travailleurs ailleurs dans le monde, et c'est le fonctionnement malheureusement normal du système capitaliste que je voudrais dénoncer là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je travaille pour le principal employeur de la ville, qui est l'hôpital. Bon, c'est une situation qui n'est pas normale que le principal employeur d'une ville, ce soit les services publics. Après, ça arrive dans beaucoup de villes que l'hôpital soit le plus gros employeur. Mais c'est pas normal quand même. C'est pas parce que c'est la loi que c'est normal. Oui, non, mais ça arrive ailleurs. Donc, ce que je voulais dire après, moi, ce que je tiens quand même aussi à dénoncer derrière tout ça, c'est le fonctionnement la rapacité du système capitaliste et comment, là, je le sens venir dans les propositions qui sont faites par rapport à la réindustrialisation. C'est quelque chose qu'on a déjà connu sur Alès dans les années 70, au moment de la fermeture des mines, où on donne des terrains gratuits aux capitalistes. On leur donne des tas de subventions. C'était le plan de la réforme minière, tout ça. En fait, ils empochent le pognon, et y compris aujourd'hui, parmi toutes les entreprises qui sont installées à l'époque, je pense à Alstom à Saint-Florent-sur-Ozonay, je pense à Alcatel Câble au Salle du Gardon. Vous arrivez Oui, mais vous m'avez pas mal coupé quand même, pour le coup, là, cette fois-ci. Donc, je vais continuer. L'année dernière, c'est encore Solvay à Salindre qui a mis les clés sous la porte. Voilà, ils viennent pour faire du fric, ils empochent les subventions, et puis quelques années après, pour toucher d'autres subventions ailleurs, y compris en mettant les villes françaises en concurrence les unes avec les autres. Voilà. Merci, Monsieur Garcia. Merci, Monsieur Rivinc. Bon, que dire de plus? Bien sûr, effectivement, Monsieur Planck nous parle des taux de chômage. Il oublie juste une chose, c'est qu'en 1995 et en 1989, quand nous sommes arrivés à la mairie, en 1995, il y avait 25% de taux de chômage. Donc le taux de chômage a été divisé par 2 parce que suite à la fermeture des mines, et effectivement, avec les anciens 30 000 emplois mineurs, Alès, c'était un bassin sinistré au niveau économique avec 25% de taux de chômage. Aujourd'hui, 12%, c'est un peu élevé, certes, nous le savons, mais nous sommes d'un moyenne régionale. Le Sud, aujourd'hui, notamment l'ex-Languedoc-Roussillon, est un territoire dans lequel le chômage est malheureusement trop élevé. Qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de choses. Ce pôle mécanique, je le disais, on a créé l'agence de développement qui est quasiment montrée en exemple en France, Alès-Mériapolis. On a créé des bâtiments, on a revitalisé des friches industrielles. On parlait malheureusement des entreprises comme Alcatel et autres qui ont fermé. On a racheté, on a rénové, on a remis les entreprises et surtout on a privilégier et protéger l'industrie. Alès, c'est le deuxième pôle industriel de l'Occitanie après Toulouse. On ne peut pas être devant Toulouse avec l'aéronautique. Et c'est une fierté parce que c'est un choix politique qui a été fait au moment où toutes les villes de France faisaient partir leur industrie polluante en Asie. Et donc cette fierté fait qu'aujourd'hui, nous avons des très très belles entreprises aujourd'hui, indélocalisables, et qui créent beaucoup d'emplois dans l'industrie. Et donc c'est une fierté. Mais il n'y a pas que l'industrie non plus. En 2026,
parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres entreprises, notamment les services à l'industrie, ok, les services autour du numérique, les services, bien sûr, le commerce, vous en avez parlé, puisque c'est important, sauf que ça ne se décrète pas le commerce. Le commerce, c'est avant tout les acheteurs qui créent le commerce. On ne décrète pas de créer un commerçant. Et puis, pour répondre quand même à une question, bien sûr que le désenclavement est important. Max Roustan est dans la salle, c'est grâce à lui, député, que nous avons obtenu les deux premiers tronçons. Aujourd'hui, j'ai obtenu, Philippe Tabarot, ça a été dit dans Midi Libre, nous a signé avec Franck Proust l'accord pour lancer le premier tronçon entre l'autoroute et Carremo. Donc ça avance, mais c'est pas un maire qui décrète de faire une route vers Montpellier, vers Bagnoles, c'est des centaines de millions d'euros. On a vu la 69, c'est extrêmement compliqué, les problèmes environnementaux. Donc bien sûr qu'il faut y travailler. C'est pas dans l'air du temps. Bien sûr, mais non, c'est pas dans l'air du temps du tout. Mais bien sûr qu'il faut finir cette 2 fois 2 voies. On se bat et on a obtenu le premier tronçon, ça avance. Mais ça sera très compliqué parce qu'aujourd'hui, les études environnementales sont complexes. Donc c'est pas un maire. Et puis quand on voit les budgets, mais je crois qu'il faut avoir quelques connaissances en finances publiques et en moyens financiers pour pouvoir faire des projets. Et en l'occurrence, c'est pas la ville d'Alès qui va payer 2 fois 2 voies. On va aborder le dernier thème de la soirée, la culture, puisqu'Alès c'est une ville de culture avec le Cratère, une scène nationale qui est actuellement, dont les travaux de rénovation vont commencer. La verrerie d'Alès, évidemment, avec le pôle national cirque, de gros événements, Cratère Surface, Itinérance, la Feria, la semaine Cévenol. On pense aussi à votre candidature pour la nomination capitale française de la culture en 2024. Avec des budgets qui sont toujours plus contraints aujourd'hui pour les municipalités, est-ce que la culture doit toujours être une priorité? On commence avec vous, monsieur Rivinc. Oui, merci, c'est essentiel. La culture est essentielle. C'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai présenté la candidature d'Alès Agglomération pour devenir capitale française de la culture. C'était un moment extraordinaire sur ce territoire où tous les acteurs de la culture sont mobilisés. Nous avons failli l'emporter. Nous avons fini 2e, malheureusement. Pas 1er, mais ça a été l'occasion de montrer cette vivacité culturelle du territoire que nous portons depuis des années avec tous les acteurs, puisque ce n'est pas que la collectivité. Donc bien sûr, le Cratère, vous les avez cités, je ne les recite pas, nous avons la chance d'avoir un territoire culturellement très foisonnant et un territoire qui est montré là aussi en exemple positif en France, dans la France entière, sur cette culture. Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, notamment pour notre jeunesse, mais pas que, nous avons besoin de grandir sur 2 jambes. Je le dis souvent, bien sûr, tout ce qui est sportif, éducation, et la seconde jambe, c'est bien sûr la culture, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, pour préparer le monde de demain, et la culture est essentielle. Et sur Alès, nous avons la chance d'avoir l'ensemble des arts représentés, de la danse au théâtre, à la peinture, à la sculpture, au théâtre, bien sûr, au cirque, aux arts circassiens qui sont magnifiques, des festivals merveilleux dans la musique, dans le jazz, un conservatoire intercommunal que j'ai souhaité faire passer à vocation départementale. Et surtout, puisque vous parliez des finances, c'est ça l'enjeu des prochaines années, puisqu'on voit que beaucoup de collectivités, à commencer par le département et la région, ont décidé, vu les contraintes de l'État, on aurait pu faire un débat uniquement là-dessus d'ailleurs, puisque c'est un véritable scandale, c'est-à-dire de baisser les aides aux associations culturelles, parce que l'État baissait aussi les contraintes. Et je ne leur jette pas la pierre parce qu'effectivement, à un moment, on ne peut plus. Soit on augmente la fiscalité, ce qui n'est pas quelque chose d'intéressant et que nous souhaitons tous, soit il faut faire des économies. Mais nous, sur Alès et sur Alès Agglomération, nous n'avons jamais touché ces subventions, pas plus en 2025 qu'en 2024, et nous ne le ferons pas non plus en 2026. C'est un engagement fort vis-à-vis de tous les acteurs de la culture, et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que nous sommes ici dans la vice-capitale française de la culture 2024. Peu de territoires en région peuvent le dire, peu de territoires en France, et c'est une fierté. Et donc continuerons à développer la culture. Parfait. Merci. Monsieur Garcia. Alors bien sûr que la culture, c'est une chose très importante. Mais pour moi, la culture, elle ne doit pas être réservée à une élite. Hein. La culture, elle passe d'abord par l'éducation. Hein. La culture, fondamentalement, d'abord, c'est savoir lire, écrire et compter correctement. Pour discuter avec des collègues de l'éducation nationale, notamment dans les lycées professionnels, où ils ont des élèves qui ont du mal à comprendre le sens de certains textes, des fois, je pense qu'il faut que l'État mette les moyens en termes d'enseignants, d'accompagnants, d'adultes dans l'éducation pour les faire progresser. Voilà. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominé par les idéaux de la bourgeoisie. Hein. On voit... si je voulais dire un petit mot quand même sur les festivals et sur le Cratère Surface, hein. Je sais qu'il y a, que ce soit Itinérance ou le Cratère,
ils essayent d'attirer un petit peu, de faire évoluer la culture dans les quartiers, sauf que ils se heurtent un petit peu au mur des préjugés et des barrières sociales. Hein. Voilà. Cela dit, oui, la culture aujourd'hui, ceux qui dominent la culture, c'est ces industriels, ces grands capitalistes qui s'achètent des chaînes de télévision, des radios, des médias, qui contrôlent les réseaux sociaux et qui font passer à travers ça quelque chose qui pour moi est plutôt une contre-culture. Hein. C'est la montée de leur culture, c'est la montée du nationalisme, c'est la xénophobie, c'est la culture du racisme, c'est une culture qui est relativement réactionnaire et qui favorise l'exclusion. Merci. Et je tenais à le dénoncer. Monsieur Garcia. Monsieur Imbert, la culture, toujours une priorité ? Bien sûr, la culture, c'est pas quelqu'un qui enseigne à l'université qui va vous dire que la culture et le savoir, c'est pas bien. Bien au contraire, on va l'amplifier, on va le soutenir davantage. On a beaucoup de chance, effectivement, et c'est pas pour rien qu'on a été vice-capitale de la culture. On a beaucoup de pépites sur Alès, mais quand on discute un peu avec les acteurs de la culture, que ce soit les gros, les petits, les moyens, et c'est pour ça qu'ils ont aimé ce moment de capitale de la culture, c'est qu'ils ont vu qu'il faut se coordonner, les soutenir, et que peut-être que le soufflet est un peu retombé depuis. Nous, on veut retrouver cet esprit-là où on les fait travailler ensemble, où on les met pas en concurrence, parce que mettre en concurrence la culture, c'est la diminuer à la fin. On a de la chance d'avoir des acteurs, il faut les soutenir, il faut qu'ils discutent davantage entre eux, qu'il y ait des projets partagés. Et puis moi, là où je pense qu'on doit mettre le paquet, c'est pour sortir effectivement la culture des lieux où on voit déjà de la culture, pour le rapprocher des quartiers populaires, mais pas seulement, d'autres quartiers. Et c'est pour ça que nous, on portera une culture dans tous les quartiers d'Alès et pas seulement dans le cœur de ville. Parce que, par exemple, à la friche de Tamaris, on pourrait imaginer de faire des tiers-lieux culturels. Au Fort Vauban, on pourrait imaginer de faire des résidences d'artistes. Et puis, on a parlé de Paris tout à l'heure. On a de la chance. Le centre Pompidou va fermer, peut-être jusqu'à 2030-2035. Les pessimistes disent 2040. Nous, on a un musée PAB. On pourrait leur demander d'avoir des prêts d'œuvres pour essayer de ramener de l'art contemporain, de l'art moderne sur Alès, pour essayer d'encore plus enrichir par le prêt nos collections. Puis il y a ces mosaïques qu'on espère voir très rapidement sur Alès. Et puis la culture, elle est aussi populaire, elle est aussi festive. On a la chance d'avoir une feria. Moi, maire d'Alès, je porterai le fait que la feria d'Alès reste une fête populaire. Il ne faut pas qu'elle se privatise avec des dégâts privés à outrance, comme on l'a vu à Nîmes ou à Béziers, où elle perd un peu de son esprit. Et puis, on portera aussi, pourquoi pas nous, une feria en automne, une petite feria des vendanges alésiennes, parce que le sens de la fête, c'est pas seulement à l'Ascension, ça peut être ailleurs dans l'année. Merci, monsieur Imbert. Monsieur Infantès. Oui, en effet, la culture, c'est une grande priorité. La culture pour tous, la culture au théocratère, la culture dans les quartiers, il faut développer tout ça. Donc déjà, nous avons pensé à la création d'une grande salle de spectacle sur Alès, 2000-2500 places, qui pourra accueillir toutes sortes de cultures, toutes sortes de concerts, de manière, en plus du cratère qui existe déjà et qui est en cours de rénovation, comme nous l'a dit tout à l'heure M. Rivinc. Je pense que la culture doit se développer de partout, non pas au centre-ville, mais bien dans les quartiers également. Il faut qu'on aille dans les quartiers, il faut créer de l'animation dans les quartiers, il faut peut-être créer ce que nous allons appeler, nous, le printemps Cévenol, c'est-à-dire que la culture sera dans tous les quartiers pendant une semaine. Il y aura du théâtre, de la musique, un petit peu comme à Bayonne. Hein, un petit peu comme à Bayonne. Oui, ça vous fait rire, moi non. Parce que c'est une idée, monsieur Rivinc. Une idée comme les autres. Mais oui, il y aura le printemps alésien, mais on continuera le printemps alésien. Mais on va développer pas que 2, 3. Mais le printemps alésien continuera, la feria continuera, mais on a d'autres idées. On a d'autres idées. Donc on va les mettre en place. On va les mettre en place. Et puis un pass héritage pour peut-être minier, pour réveiller notre tourisme. Il y a plein de choses à faire pour la culture, mais la culture doit s'ouvrir à tout le monde, pas qu'à une certaine catégorie de personnes. Il faut l'ouvrir aussi dans les quartiers qui se sentent oubliés. On ne fait pas assez de culture dans les quartiers, on ne va pas à leur rencontre, on ne crée pas assez d'animation dans les quartiers. Et voilà ce que nous allons faire pour les Alésiens. Alès, ce n'est pas que le centre-ville. Alès, c'est toute la ville qui va s'animer et qui va justement profiter de cette culture avec des expositions et plein de choses qu'on va mettre en place au cours de ce mandat si les Alésiens nous font confiance. Merci. Monsieur Infantès. Monsieur Planck. Décidément, ce soir, je n'aurais pas perdu ma soirée parce que monsieur Infantès vante le printemps alésien, je ne m'y attendais pas. Mais
Quand on parle de ces questions de culture, merci. Quand on parle de ces questions de culture, on se pose toujours la question de la compétence obligatoire, compétence facultative. Moi, il me semble essentiel de dire la compétence culturelle, c'est une compétence essentielle. Et c'est bien l'idée qui était derrière la tête de ceux qui, il y a plus de 30 ans, M. Rivin, ont imaginé de construire le cratère, mais ceux qui ont lancé aussi l'école de cirque Archaos à l'époque. Et aujourd'hui, en effet, ces institutions, on va les appeler comme ça, continuent de vivre et tout le monde s'en félicite. Pour autant, ça ne fait pas le compte. Alors, il y a de nombreuses activités culturelles et on salue itinérance, elles ont été citées, on les salue. Pour autant, il y a une autre forme de culture aussi, et je ne parle pas des festivités parce que parfois il y a un petit peu la confusion culture et festivité. Je ne les oppose pas, je dis qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Il y a une autre forme de culture, c'est la culture hors les murs. C'est la culture dans la rue, c'est la culture dans les quartiers. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de démultiplier, en plus sur ce territoire qui a les potentialités pour le faire, des tiers-lieux, par exemple. Des tiers-lieux qui sont une autre expression d'activité culturelle, et y compris à travers la requalification des friches industrielles dont nous parlions tout à l'heure, il nous semble que les lieux sont appropriés pour développer ce type d'activité. Mais il y a aussi la présence d'œuvres d'art dans la ville, qu'on a pu développer ailleurs, qu'on avait développé d'ailleurs à Alès, avant ces fameuses 30 années que vous évoquiez, et qui ont été enlevées d'ailleurs très rapidement avec l'arrivée de nouvelles équipes. Donc c'est cette question-là qu'on veut traiter. Ensuite, M. Rivin nous dit « mais on va continuer ». Pardon, mais non, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer parce que, d'une part, vous ne serez pas élu, mais ensuite, j'ai sous les yeux une note de service émanant de vos services, la note de service 2026-02, qui dit la chose suivante. Alors, je peux vous la lire, mais ça va être trop lourd. Je vais retenir simplement une phrase. Allez au but. Simplement une phrase. Je vais au but, madame. Il vous est demandé de réduire de 10% par rapport au budget 2025 les charges à caractère général et les charges pour les subventions aux associations. Donc, on voit bien qu'à travers cette circulaire-là émise en début d'année, on est en train d'annoncer clairement que si l'équipe continue, elle va diminuer les subventions aux associations, donc les moyens mis à la culture. Merci. Vous avez largement dépassé. Monsieur Rivin, qu'est-ce que vous souhaitez répondre? Non, mais juste deux mots, Monsieur Plan, soyons sérieux. Bien sûr qu'il est hors de question, j'ai pris l'engagement, et ça a été dit, les subventions aux associations ne seront pas diminuées. C'est juste le 0,11, vous savez ce que c'est? On ne va pas parler finances publiques, les charges à caractère général. Quand l'État vous pique 4 millions d'euros, il faut bien trouver 4 millions d'économies pour maintenir les subventions, pour maintenir le nombre de salariés, pour maintenir les salaires. Donc soyez pas ridicules. Incompétence. Je tiens la note de service à votre disposition. Très bien. Une dernière question sur la thématique de la culture, une question qui en contient deux, où on avait la mairie avait un projet, la majorité municipale avait un projet, la création d'une salle aussi de 3000 places. Ça n'a pas pu se faire sous ce mandat-là. Alors, première question, est-ce qu'il faut faire une salle de 3000 places à Alès pour le prochain mandat? Et que vont devenir aussi les anciens cinémas du centre-ville? On commence avec vous, Monsieur Rivin. Oui, alors deux éléments. Déjà, je vous rappelle que le mandat qui se termine est un mandat qui a été tronqué par 2 années de Covid. Nous avons assumé avec Max Roustan le fait qu'il y avait un certain nombre de projets qui seraient différés. La salle de spectacle de 1000, 3000 places, j'en sais rien, en est un. Il faut juste savoir que le projet est parti, qu'une salle aujourd'hui de 3000 places, c'est entre 16 et 20 millions d'euros. Aujourd'hui, il va falloir trouver des subventions pour arriver à financer une salle. Moi, je veux bien, vous savez, les Yaka Faucon, ceux qui promettent plein de choses, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir s'engager sur le fait. Par contre, l'engagement que j'ai pris, c'est dans le projet. Effectivement, moi, je ne suis pas venu avec des papiers, je suis venu qu'avec mon projet aujourd'hui, et puis les chiffres de la délinquance. Mais le reste, c'était dans ma tête. Il n'y a pas besoin de lire des notes faites par l'intelligence artificielle pour vous parler. La seule chose qui est réelle. S'il vous plaît. La seule chose qui est réelle, bien sûr que oui. La seule chose qui est réelle, c'est qu'effectivement, il y aura une salle, alors 2000, 3000, 1500 places, aujourd'hui sur Alès, pour les activités de la...
Allez-y, monsieur Rivin, continuez sur la salle. Non, mais j'arrête de qui c'est, je ne sais pas qui c'est mon directeur général, tiens, qui l'a signé. Monsieur Catéino qui est là, donc je demanderai. Mais je ne baisserai pas les subventions aux associations, là, rassurez-vous. On continue. Les anciens cinémas. Les anciens cinémas sont privés. Donc grâce à la foncière qu'on a créée avec l'aide de la Caisse des dépôts, je suis en discussion avec le propriétaire, je ne citerai pas son nom, tout le monde le connaît sur Alès, pour essayer d'acquérir. Aujourd'hui, nous n'sommes pas vendeurs, je ne peux pas l'exproprier parce que vous savez que les expropriations, c'est très contingenté et c'est pour avoir une activité. On n'exproprie pas on est dans un état de droit. Et donc il y a un projet qui sûrement sera présenté dans quelques mois ou d'ici la fin de l'année, sur ces anciens cinémas qui appartiennent à un propriétaire privé et donc avec lequel je suis en discussion grâce à la foncière où nous allons investir 30 millions d'euros dans le cœur de ville, pas que, sur le logement, sur le commerce. Et ça fera partie aussi des prochains projets que nous porterons pour les prochaines années. Merci beaucoup. Monsieur Garcia, une salle de spectacle, l'avenir des anciens cinémas? J'ai pas. Ah oui, vous allez... La question porte sur la construction d'une salle de spectacle de 2000 à 3000 places sur Alès. Hein. C'était ça ma question. Voilà, au départ. la première question, et puis il se rajoute les cinémas après. Bon. J'essaie de condenser un peu, le chronomètre avance. Cette histoire de salle de spectacle à 3000 places, ça me semble presque du Georges Frêche. Hein. Ça me paraît un peu mégalo comme idée. La population d'Alès est une population qui vieillit. Les jeunes, vu le poids du chômage, ils partent travailler ailleurs. Moi, je pense que les sommes à investir dans une telle salle de spectacle, elles seraient mieux dans des projets sûrement plus modestes, au plus près de la population et dans les quartiers. Quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Imbert. Alors, déjà, monsieur le maire, cher Christophe, je ne prends pas pour moi la note sur l'intelligence artificielle parce que moi, c'est écrit à la main avec mes stylos sur du papier. Donc, je ne le prends pas pour moi. Sur les anciens cinémas, c'est un sujet important. C'est dans la mémoire collective, les arcades bis, pour les plus anciens, des noms que je n'évoquerai pas ce soir. Le cinéma, c'est nos premiers souvenirs, les émotions, les films. Ça fait partie de l'identité d'Alès. Certains y ont peut-être eu leur premier baiser dans ces pièces. Donc, c'est important. Donc, on est attentif à ce qu'ils vont devenir, ces cinémas. Et moi, je me félicite que la foncière en parle. On suivra ça avec attention si on est élu. Sur la salle de spectacle, moi la référence à Georges Frêche, ça me plaît bien, puisqu'on est dans le même parti, j'enseigne dans la même université que lui, donc c'est quelqu'un qui fait partie des figures tutélaires de notre engagement. Je ne pense pas que ce soit pharaonique de construire une salle. C'est un équipement dont on a besoin sur Alès. Nous, si on est élu, on continuera à soutenir ce projet qui peut-être devra être avec des financements de l'agglo et de la commune. On verra à ce moment-là. On ira chercher d'autres financeurs. Je pense qu'il y a une vraie demande. Il y a aussi des artistes qui ne peuvent pas venir sur Alès parce qu'il n'y a pas cet équipement. Et la population aurait bien besoin de les entendre, ces artistes-là. Donc nous, c'est un projet qu'on soutiendra. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Infantès. Bien, pour répondre à Monsieur Rivin sur l'intelligence artificielle, puisque Monsieur qui sait tout, il faut savoir quand même que Ian LeCun, professeur à l'université de New York, dit que c'est un mathématicien quand même. Hein. Il défend l'IA comme une extension naturelle des mathématiques. La NASA considère officiellement que l'intelligence artificielle est comme une stratégie. Que dit votre liste? Une stratégie. Oui, attendez, je réponds à Monsieur Rivin. Oui. Mais vous allez perdre du temps de parole et on ne va pas pouvoir. Mais ce n'est pas grave. De toute manière, ma salle, je vous l'ai dit, je la ferai. Donc voilà, la culture, c'est important. Cette salle se fera. Et le cinéma avec les aides financières de l'agglo et nous allons faire venir de la jeunesse et des artistes sur Alès, justement pour que cette jeunesse soit au niveau, culture soit bien. Et le site du cinéma, de l'ancien cinéma? Les anciens cinémas, écoutez, je ne sais pas ce qu'on va en faire encore. Parce que, comme disaient certains, ça appartient à des particuliers. Donc, il va falloir soit les racheter, soit peut-être les louer, j'en sais rien. Mais en attendant, nous avons déjà un beau cinéma qui est le Ciné Planète, qui tourne bien. C'est vrai qu'à Alès, il y avait d'autres cinémas au centre-ville qui étaient beaucoup moins grands, qui accueillaient beaucoup moins de monde. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on fera avec mon équipe et on trouvera les financements pour essayer de faire quelque chose au niveau de la culture. Merci. Mais l'intelligence artificielle, si on ne prend pas le train en marche et qu'on le regarde passer, on sera derrière. On a déjà raté la culture de l'informatique et d'Internet, il ne faudrait pas rater l'intelligence artificielle. Très bien. Merci. Monsieur Planck. Sur la salle de spectacle, vous savez, quand on monte un budget, et je l'ai fait assez souvent et dans des grandes villes, il faut faire des arbitrages budgétaires.
Et consacrer 16 millions d'euros à la réalisation d'une seule salle ne me semble pas un choix juste. Le choix qui me semble le plus important, c'est de redévelopper ce qu'on disait tout à l'heure, les maisons de quartier dans les quartiers, et de prioriser le développement des quartiers plutôt que de faire une salle, y compris en se réclamant héritier de Georges Frêche. C'est un élément qui n'est pas un détail, dans la mesure où vous évoquez par la suite la question du cinéma, et je dis encore aujourd'hui ici, quelle aberration que la construction du cinéma sur la Maréchale telle qu'elle a été conçue. C'est véritablement un choix qui a été fait à l'époque sans aucune concertation, comme le sont la plupart des choix qui sont effectués dans cette collectivité. Et quand il s'agit de faire un projet aussi structurant, 16 millions d'euros, tiens, mais ne serait-ce pas le prix de la réhabilitation des Halles de l'Abbaye? Tiens, essayez, réfléchissez, vous verrez un petit peu ce que ça veut dire, quoi. Il me semble qu'il y a dans des arbitrages budgétaires ou dans l'utilisation des deniers publics, une évaporation certaine qui se produit dans cette collectivité. Donc, c'est simple, 16 millions, faisons le rapport. Nombre de mètres carrés, 16 millions, voilà ce que ça vous donne. Donc, sur les anciennes arcades, moi je propose simplement de faire travailler non pas l'intelligence artificielle, mais l'intelligence collective. L'intelligence collective. Et de demander aux Alésiennes et aux Alésiens ce qu'ils souhaitent pour le devenir de cet équipement-là. Et aujourd'hui, c'est avec eux, comme pour l'ensemble de notre programme, que nous ferons les choix aussi importants, aussi structurants que le choix que vous nous énoncez. Merci beaucoup. Merci. Des réactions? Non. On va passer donc au dernier morceau de ce débat. D'abord une question, donc, comme on vous l'a annoncé, du tac au tac. On va commencer avec vous, monsieur Planck. Nous allons vous proposer à tous 2 personnalités nationales. On va vous demander de choisir celle qui a vos faveurs, celle que vous préférez. Monsieur Paul Planck, plutôt Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon? Je vais me faire tirer les oreilles par mes camarades communistes, Fabien Roussel. Très bien. Merci. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on appartient à un parti politique qu'on partage toutes les positions du leader de ce parti politique. Et non. Pour ce qui me concerne, même si je dirais, comme dirait l'autre, le bilan est globalement positif, j'ai aussi, dans ce que dit Fabien Roussel, parfois à dire des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Infantes, Bruno Retailleau ou Éric Ciotti? Bruno Retailleau ou Philippe Ciotti? Non, Éric. C'est Éric. Hein. Éric Ciotti. Éric Ciotti. Eh oui. Ah, bah écoutez, c'est un choix difficile. Bruno Retailleau est un ancien LR. Bon, c'est un LR toujours, mais enfin, il a trahi son parti. Enfin, les LR ont trahi beaucoup de gens. Éric Ciotti, c'est un ancien LR aussi. Maintenant, il est UDR. Il est parti. C'est du tac au tac. Il est parti à l'extrême droite. Non, bah écoutez, je vais quand même rester peut-être du côté de Bruno Retailleau. Merci beaucoup. Merci. Basile Imbert, Olivier Faure ou Carole Delga? Alors, au niveau national, Olivier Faure, je suis membre du Conseil national du parti avec lui, mais au niveau local, Carole Delga. Et si on gagne cette élection, je ne doute pas qu'elle nous soutiendra. Mais pour la présidentielle, Olivier Faure, si c'est ça votre question. Merci. Jérôme Garcia, Nathalie Arthaud ou Arlette Laguillet? Ah ben Nathalie Arthaud, hein. J'aime beaucoup Arlette Laguillet, mais elle a plus de 80 ans maintenant. Et notre nouvelle porte-parole, c'est Nathalie Arthaud. Je vous ferai quand même remarquer que nous sommes la première organisation à avoir présenté une femme aux élections présidentielles. Et que pour nous, la cause des femmes est une cause qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que notre nouvelle porte-parole est également une femme. Merci beaucoup. Monsieur Rivinc, Xavier Bertrand ou Édouard Philippe? Xavier Bertrand. Merci à vous tous. On va conclure ce débat donc avec les fameuses 60 secondes pour convaincre. On a mis les noms de tous les candidats dans cette petite boîte. J'ai besoin d'une main innocente. J'en vois plein là. Allez Aurélie. Pour venir tirer l'ordre de passage en fait sur le final. Oui. Non, pas vous. Allez. C'est Marc Infantes qui va commencer.
Anthony Bordarier, donc du coup. Puis ce sera Jérôme Garcia. Christophe Rivinck. Basile Imbert. Et donc, on finira par Monsieur Blanc. Donc là, vous avez chacun 1 minute et on est intraitable, on coupe le micro au bout d'1 minute, donc soyez concis. Chères Alésiennes, chers Alésiens, je serai un maire connecté à la réalité des Alésiennes et des Alésiens, attentif aux petites voix comme aux grands entrepreneurs. Je serai un maire qui n'aura pas peur de dire quand ça ne va pas et qui cherchera des solutions plutôt que de communiquer sur son journal. Je serai un maire qui ne prétendra pas tout connaître, mais qui s'enrichira des savoirs de ses équipes municipales et des habitants. Je serai un maire qui se consacrera 100% à sa ville, sans chercher à avoir un poste de ministre qui m'éloignera de mon territoire. Chères Alésiennes et chers Alésiens, pour les prochaines élections municipales, votez utile. Je vous remercie. Merci. Monsieur Garcia, je vous ferai signe quand il vous restera 5 secondes, ça sera 5, ça sera... Alors, à Lutte ouvrière, nous ne sommes pas électoralistes. Si nous nous présentons aux élections, c'est pour exprimer nos intérêts de classe. Cela dit, si les travailleurs sont suffisamment nombreux pour élire des communistes révolutionnaires, nous nous engageons à être les yeux, la voix et les oreilles du monde du travail dans les assemblées où nous serons élus. Seuls les travailleurs eux-mêmes peuvent mettre fin au système d'exploitation capitaliste. Pour changer la société, pour en finir avec l'exploitation et les guerres continuelles, il faudra exproprier la grande bourgeoisie. Aujourd'hui, nous faisons tourner toute la société pour le profit des capitalistes. Demain, en nous organisant à la base, nous ferons tourner la société pour satisfaire l'ensemble des besoins de l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Garcia. Monsieur Rivinck, pareil, je vous ferai signe quand il vous restera 5. Oui, écoutez, pour vous dire, fier de notre bilan, fier de ces 30 années où nous avons, avec Max Roustan, avec l'équipe municipale, les équipes municipales qui se sont succédées, nous avons fait passer à l'Est du 19e au 20e, puis au 21e siècle. Aujourd'hui, on l'a vu ce soir, les programmes qui se présentent et qui souhaitent, ce qui est un choix démocratique, se présenter à la mairie, arrivent avec des programmes non financés, non chiffrés, parfois faits par l'intelligence artificielle, que je ne renie pas, mais qui effectivement... S'il vous plaît. Mais qui effectivement n'est pas la réalité. Pour ma part, le projet que nous présentons, l'équipe à la fois compétente que j'ai constituée pour être présent pour les 7 prochaines années, puisqu'on sera élu pour 7 ans, est une équipe qui porte un vrai projet, fière de son bilan, fière de notre projet. Donc le 15 mars, et dès le 15 mars, j'invite bien sûr toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre dans cette dynamique de voter massivement pour la liste Alès que j'ai l'honneur de conduire. Merci. Alors merci à toutes et tous pour ce moment de débat qui a été particulièrement intéressant et qui montre que notre ville est vraiment à un tournant de son histoire. Après 30 ans d'une même équipe qui a eu des gros succès, il faut le saluer, notre ville traverse depuis quelques années des problèmes, des difficultés, et vous êtes nombreux à nous le dire tous les jours sur le terrain. Depuis quelques mois, on voit bien qu'il y a 2 sentiments dans cette élection. Le premier, c'est une nostalgie de l'Alès d'avant qu'il faut qu'on retrouve, et puis également une inquiétude de l'Alès qui vient qu'il faut qu'on prépare. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Avec mon équipe, on est prêt à être à la mairie pour incarner cette nouvelle étape, cette nouvelle page, ce nouveau cycle qu'on doit écrire ensemble à la mairie. J'ai une équipe sur une liste avec des gens compétents, expérimentés de tous les quartiers. On est prêt à relever ces défis. Notre liste ne bougera pas au second tour. Ensemble, on va écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Alès. Je vous remercie. Merci. Oui, écoutez, Alès traverse une période décisive, me semble-t-il, et je sais que vous êtes nombreux à aimer profondément votre ville, mais vous êtes aussi très nombreux à considérer que vous n'êtes pas écoutés.
Vous nous l'avez dit lors des rencontres qu'on a organisées ces derniers mois dans les quartiers, et les questions qui sont revenues sont l'insécurité sociale, la difficulté d'accès aux services publics, l'urgence écologique, le centre-ville à revitaliser et les quartiers abandonnés. Tous ces défis qu'il faut relever exigent une autre manière de gouverner, plus proche, plus juste, plus humaine, et qui implique d'autres choix financiers. On n'en a pas parlé ce soir, mais la question de la pratique démocratique dans cette ville est posée à travers cette thématique. La liste que j'ai l'honneur de conduire est née de l'envie d'agir ensemble pour une démocratie locale vivante, pour une transition écologique concrète et pour le droit, et on l'a évoqué, à la tranquillité, à la sécurité publique. Et donc pour que notre ville profite d'un nouveau souffle, il s'agit de reprendre la main. Merci à vous tous. Merci au public d'être venu. Merci encore à l'équipe Midi Libre à Alès. Et bonne soirée tout le monde.